moment reste agréable et perturbe pas la lecture ou ton sommeil. Donc mets-toi de manière à te détendre, donc c'est-à-dire soit allongé ou assis. Je vais prendre le premier livre. Le premier livre est un livre que j'ai lu l'été dernier, je crois.
désillusions s'accumulent, le manque d'argent, le racisme et les humiliations fragilisent leur couple. Dans ce pays ambivalent, qui réclame une indépendance que les hommes refusent pourtant aux femmes, Mathilde réussira-t-elle à poursuivre sa quête de liberté sans heurter ceux qu'elle aime? Je regarde en même temps ce qu'il y a d'intéressant à te lire davantage sur la quatrième de couverture. Oh, pardon, j'ai fait une erreur tout à l'heure en disant l'auteur. C'est l'autrice, évidemment. Par l'autrice de Chansons douces, prix Goncourt 2016. Donc voilà, la quatrième de couverture. Je vais ouvrir des pages au hasard. Dans le livre, il y a écrit à la mémoire d'Anne et d'Attica, dont la liberté ne cesse de m'inspirer, à ma mère adorée. À ma mère adorée. Let's go. Alors je vais ouvrir ici et je vais te lire cette partie jusque ici parce que s'il n'y a pas de point ça m'énerve. C'est parti. En ce début des années 1950, la fièvre nationaliste s'était levée et les colons étaient l'objet d'une haine farouche. Il y avait eu des événements, des attentats, des fermes avaient été incendiées. Les colons, eux aussi, s'étaient réunis en groupe de défense et Amine savait que leur voisin Roger Mariani en faisait partie. La nature ne s'occupe pas de politique, dit-il un jour à Mathilde pour justifier la visite qu'il comptait rendre à son sulfureux voisin. Il voulait comprendre à quoi Mariani devait son éclatante prospérité, savoir quel type de tracteur il utilisait, quel système d'irrigation il avait fait installer. Il imaginait aussi qu'il pourrait lui fournir des céréales pour son élevage de cochons. Il se fichait du reste.
La sœur fronça les sourcils. Elle ajusta les lunettes qui avaient glissé sur son nez et se pencha à nouveau sur la liste des élèves. Mademoiselle Bel-Âge, Mademoiselle Aïcha Bel-Âge, née le 16 novembre 1947. L'enfant se retourna. Elle regarda derrière elle, comme si elle ne comprenait pas à qui la religieuse s'adressait. Elle ne savait pas qui étaient ces gens, et dans sa poitrine, elle retint un sanglot. Son menton se mit à trembler. Elle enfonça ses ongles dans la chair de ses bras. Qu'était-il arrivé? Qu'avait-elle fait pour mériter d'être enfermée ici? Quand reviendrait maman? La sœur eut du mal à le croire, mais il fallut l'admettre. Cet enfant ne connaissait pas son nom. Mademoiselle Bel-Âge, asseyez-vous là-bas, près de la fenêtre. D'aussi loin qu'elle s'en souvient, elle n'avait entendu que ce nom, Mchicha. C'est ce nom que sa mère hurlait sur le perron de la maison quand elle voulait que sa fille rentre pour dîner. C'est ce nom qui volait entre les arbres, qui dévalait la colline dans la bouche des paysans, qui la cherchait et qui finissait par la trouver, roulée en boule, entre un tronc endormi. Chicha, entendait-elle, et il ne pouvait y avoir d'autre nom puisque celui-ci qui soufflait avec le vent, qui faisait rire les femmes berbères, qui l'enlaçaient comme si elle était leur enfant. Pendant des mois, Amine ne se coucha plus dans le lit conjugal. Il mangeait debout dans la cuisine, tout en parlant à Mathilde, dans des termes qu'elle ne comprenait pas. Il avait l'air d'un dément, et il tournait vers elle des yeux exorbités, injectés de sang. Il aurait voulu dire quelque chose, mais tout ce qu'il savait faire, c'était agiter les bras, dans un geste étrange et brusque, comme s'il jetait une balle, comme s'il s'apprêtait à tuer quelqu'un d'un coup de larme. Son angoisse était d'autant plus douloureuse qu'il n'osait en parler à personne. Reconnaître son échec l'aurait tué. Il ne s'agissait ni des machines, ni des climats, ni même de la compétence de ses ouvriers agricoles. Non. Ce qui le minait, c'était le fait que son propre père s'était trompé. Cette terre n'était bonne à rien. Seule une petite couche était cultivable. Je voudrais voir la photographie en vitrine, celle avec la jeune fille. Celle-ci, dit Lucien, qui se dirigea lentement vers les étagères, saisit le cliché et le posa sur le comptoir. Amine observa longuement, silencieux, et il finit par demander combien. Je vous demande pardon. Combien pour la photo? Je voudrais l'acheter. C'est qu'elle n'est pas à prendre. Ce couple a payé pour cette photographie et ils devaient venir la récupérer. Ils ne se sont pas présentés pour l'instant, mais il ne faut pas désespérer, affirma Lucien d'une voix aigre, avant de se mettre à rire. Amine lui lança un regard noir. Dites-moi combien vous voulez pour la photo et je vous paierai. Mais puisque je vous dis que, écoutez-moi, cette jeune fille, dit-il, pointant l'index sur la feuille cartonnée, cette jeune fille-là est ma sœur. Je n'ai pas l'intention de la laisser une minute de plus dans la vitrine de ce magasin. Dites-moi combien.
J'avais prévu 5 livres pour ce soir, mais j'ai envie de prendre le temps de les feuilleter avec toi. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'espère que ça te plaira, que ça te détendra de pouvoir écouter quelqu'un lire des histoires, même si c'est de manière approximative étant donné que je prends des pages au hasard. Mais là, on va changer de registre. On va prendre quelque chose d'autre. Un livre beaucoup plus gros et qui n'a absolument rien à voir. Alors, il est assez lourd. Tu dois te demander ce que c'est. Je vais le retourner pour te montrer. Il y a le titre. Est-ce que tu y arriveras? Je le trouve juste magnifique. C'est donc un livre sur l'opéra de Paris. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. Personnellement, je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Je ne sais plus exactement de quelle année il est. Je vais le trouver. J'aime l'odeur des livres anciens. Le papier. Pas être forcément très pratique pour te le présenter, mais j'ai enfin trouvé. Il est donc achevé, imprimé le 20 août 1975 et imprimé en Suisse. Hop. Donc 20 août 1975.
1908. La Marseillaise vivante, Marthe Chenal. Les deux noms qui forment ce titre pour tous les hommes qui ont vécu la guerre sont unis d'un lien indestructible. Et quand ces hommes-là auront disparu, les noms de la Marseillaise et de Marthe Chenal continueront d'être unis par les générations futures. Ils évoquent l'un l'autre. On ne peut songer à la Marseillaise sans revoir son interprète prédestiné, ni à Marthe Chenal sans entendre du fond de soi-même surgir l'hymne sacré, privilège admirable et qui a été donné à bien peu d'artistes de ne faire qu'un avec une de ces œuvres sublimes par laquelle, à une époque héroïque de son histoire, l'âme d'un peuple s'est exprimée. Alors je vais te montrer Marthe Chenal. Un homme sur la page juste en face qui est Jacques Roucher, directeur du Théâtre des Arts en 1910. Il met en pratique les postulats qu'il a exposés dans son art théâtral moderne. À partir de 1912, il monte des œuvres lyriques et des ballets. Ma mère Loi, le couronnement de Popée, le festin de l'araignée, organise les spectacles de danse de Natalia Trouanova au Châtelet. Nommé en 1914 directeur de l'opéra, il fait un voyage d'études en Allemagne et en Russie pour s'informer des différents systèmes de machinerie et des équipements techniques existants dans ces théâtres. À son retour, affirmé sur le plan théorique comme sur le plan technique, il est prêt à reprendre l'opéra en main. La Belle Époque. On parle toujours de 1900 comme de la Belle Époque. En réalité, ce fut la fin du siècle qui illustra la Belle Époque. L'Opéra de Garnier est devenu officiellement le salon des rois, les présidents de la République qui se succèdent dans l'immense vaisseau rouge et or. Grévy Casimir Perrier, Sadi Carnot, Félix Faure, la barbe soigneusement peignée, le grand cordon de
danseuse de l'opéra qui incarne cette fin de siècle, perle rare de ces galas, pour Altesse, n'est pas une étoile, mieux, c'est une beauté brune, qui n'a pas 18 ans, mais est déjà très femme. Sa coiffure en bandeau à la belle ferronnière lui vaut une première célébrité à la promenade matinale du bois de Boulogne. Elle est de toutes les soirées chic. Son nom de théâtre et son vrai nom court de bouche en bouche. Cléo de Mérode. On répète avec persistance la légende de sa liaison avec le roi Léopold II, en compagnie duquel elle soupe au cabinet particulier chez Maxime en 1896. Mieux que toutes les créations où elle aurait pu se mettre en valeur, sur notre première scène, elle a triomphé dans le tournoi le plus flatteur et le plus parisien, Reine de beauté, où elle l'emporta sur la superbe cantatrice Sibylle Sanderson, célébrité des planches, la belle Otero, Cécile Sorel, Cassilleux, Jeanne Granier et autres. Le concours où elle avait réuni 7000 suffrages avait été jugé sur photo. Après quoi, les clichés de Cléo de Mérode ornèrent la plupart des vitrines de la capitale. Juste sous Louis-Philippe, les bals costumés de l'opéra n'étaient masqués que pour les femmes. Il n'était pas de bon ton pour un homme de qualité de porter le loup de soie noire ou de velours. La tradition changea avec ou sous l'influence de l'impératrice Eugénie, qui raffolait des mascarades, les bals travestis et soirées de tête firent fureur à côté des bals blancs où les jeunes filles en fleurs faisaient leur entrée dans le monde, et des bals gourmets aux habits noirs, les grands raouts masquaient l'opéra avec tombola, prime à surprise, déguisement, galop, possibilité d'aventures romanesques.
Richard Strauss, dirigé par Karl Böhm, et donné pour la première fois à l'Opéra le 11 octobre 1972. Les nouveaux chœurs réengagés par Lee Perlman et Solti paraissent pour la première fois sur la scène de l'opéra. Léonie Rizanek, Walter Berry, James King, Christina Ludwig se partagent la vedette, programmée par la direction Nicoli. Le spectacle a été réalisé par la direction Les Hurles-les-Forts, avec la participation des nouveaux chœurs et des nouveaux ateliers de la direction Lieberman. À gauche, s'y contre Jeanne Rode et Maurice Béjart. Pendant une répétition de la damnation de Faust de Berlioz, ce spectacle fait partie de la saison planifiée par Béjart, alors directeur de la danse, en octobre-novembre 1970, au Palais des Sports. Page de gauche en bas, Georges Pileta. Dans Turan-Galila, ballet de Roland Petit, musique d'Olivier Messiaen, décor de Max. Georges Pileta fut nommé étoile après cette création. À droite, Ghislaine Desmar et Michael Denard dans la Sylphide, créée à l'opéra par Marie Taglioni en 1832. Lire une dernière et finalement je garderai les autres livres pour d'autres vidéos parce que ça me plaît beaucoup de faire ça. Et n'hésite pas si tu veux d'autres pages de celui-ci peut-être. Moi en tout cas je trouve ça extrêmement enrichissant. Je te lis la dernière. Tu connais peut-être Don Quichotte. Et là, il s'agit de Don Quichotte de Mesnet, opéra 16 janvier 1974. Mise en scène, décor et costumes de Peter Ustinov. Production de Peter Ustinov, très caricatural, fut fortement discutée. Nikolai remporte un triomphe dans le rôle de Don Quichotte, écrit par Mesnet, pour Fedor Chaliapin, pour la première représentation. Peter tint le rôle muet du chef des brigands. Alors, donc là, il nous faut la page. Donc, voilà. En bas, à droite, Peter, Udinov et Nikolai. Et à droite, la séance de maquillage, voilà, de Don Quichotte. Et voilà, j'espère